Bonjour à tous et toutes. On va commencer ce webinaire. Donc, c'est un web admin organisé par le réseau Resapi. Donc, aujourd'hui, on a Morgane de la Daoura, Adriane de l'ADA Pays de la Loire et Alexis de l'ADA Grand Est qui vont vous présenter les principales obligations réglementaires en termes d'hygiène sur vos exploitations. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et puis je laisse la parole à nos intervenants. Bien, merci Camille. Donc, Adriane de l'ADAP de la Loire, je vais commencer cette présentation avant de laisser la main à mes camarades. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les principales obligations réglementaires en termes d'hygiène sur les exploitations. Donc, on va vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de cette réglementation qui s'applique à vos exploitations apicoles. On n'ira pas forcément dans le détail, même si on essaiera de même mettre quelques exemples dans notre présentation, car c'est quelque chose d'assez complexe. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous ressortiez d'ici avec, on va dire, une compréhension assez globale de ce que c'est que ces principales règles d'hygiène. Pour cela, donc, on va faire une présentation en trois parties. On va commencer par vous présenter d'où viennent les règles d'hygiène qui s'appliquent à vous, notamment en vous parlant un petit peu du paquet d'hygiène. Du paquet hygiène, c'est un socle de règles communes à l'échelle européenne. On va vous parler des règles pour la production de miel et même de façon plus générale pour la production de produits primaires, c'est-à-dire tout ce qui est miel, pollen, gelée royale, propolis. À cette occasion, on vous parlera aussi des obligations de traçabilité sur l'exploitation. Et puis dans une troisième partie, donc on finira avec les règles qui s'appliquent à la production de produits transformés, donc tout ce qui est pain d'épices, nougat, hydromel et autres. Ce qui est des règles complémentaires un petit peu plus complexes lorsque vous faites des produits transformés qui s'appliquent à vous. Alors, pour commencer, donc je vais vous faire une petite introduction sur d'où viennent ces règles, histoire de comprendre, voilà, d'où ça vient avant de rentrer un petit peu dans le concret des règles. Et pour ça, on va parler du paquet hygiène, qui est un socle de règles communes à l'échelle européenne. Donc, d'où ça vient ce paquet hygiène dont vous avez peut-être déjà entendu parler? En fait, c'est une volonté dans les années 2000 de l'Union européenne suite à une série un petit peu de scandales, de problématiques sur des produits alimentaires, de protéger le consommateur. En fait, c'est une série de règles qui a pour objectif de protéger le consommateur, aussi bien au niveau de sa santé, donc éviter de mettre sur le marché des aliments qui seraient dangereux pour sa santé, dangereux pour la consommation, ou au niveau du choix des produits, éviter qu'il y ait des choses qui soient avec des indications trompeuses, par exemple qui contiendraient des choses qui sont pas forcément marquées dedans. Et donc voilà, l'objectif, c'est le deuxième point, c'est avoir des denrées alimentaires non dangereuses pour la santé du consommateur qui soient mises sur le marché européen. Et puis aussi un objectif de faciliter la gestion des problèmes sanitaires, faciliter le rappel des aliments s'il y a des problématiques et essayer de limiter au maximum les problèmes sanitaires. Et donc tout ça, ça a amené dans les années 2000 donc à la mise en place d'une réglementation qui s'applique aussi bien aux denrées alimentaires qu'aux aliments pour animaux, ce qu'on appelle le paquet hygiène ou la food law. Voilà, je vais mis des petits numéros de règlement et un lien pour aller plus voir ça s'il y en a qui le souhaitent. Alors, ça s'applique depuis 2006, ce paquet hygiène, et en fait, c'est un paquet parce qu'il est constitué, comme vous pouvez le voir ici, d'une série de règlements européens. Donc, il y a le règlement 178-2002 qui cadre tout ça, et il y a des règlements qui s'appliquent, voilà, de façon un peu plus détaillée. Le premier sur l'alimentation animale, le deuxième, là au milieu, sur le 852-2004 sur les denrées alimentaires, les denrées alimentaires d'origine animale, et puis des règles pour les services de contrôle aussi des différents États membres. Nous, c'est surtout celui du milieu, le 852-2004 qui va nous intéresser. C'est celui qui s'applique aux denrées alimentaires. Donc toujours sur ce paquet hygiène, en fait, il y a plusieurs sujets qui sont traités déjà. Là, si je reprends le règlement général, là sur mon graphique précédent, là le 178-2002 qui fixe les grandes règles, on va dire, il traite de plusieurs sujets. Il donne plusieurs grandes règles en fait de fonctionnement aux exploitations alimentaires et à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire sur les règles d'hygiène. Il traite de plusieurs sujets, donc tout d'abord la sécurité des denrées alimentaires pour qu'elles soient saines et sans danger pour le consommateur. Il traite aussi de la responsabilité du fabricant. C'est le fabricant qui est responsable de la denrée qu'il met sur le marché. Donc c'est vous en tant que producteur de denrées alimentaires, le miel ou autre,
qui êtes responsable de donner un aliment sain au consommateur in fine. Il oblige à mettre en place une traçabilité, on y reviendra, pour suivre les produits, aussi bien au sein d'une exploitation que tout le long de la chaîne. Et il parle de gestion des alertes. Des obligations, s'il y a un problème sur un produit, vous devez mettre en place une alerte pour appeler ces produits. Et alors, à qui s'applique tout ça? Globalement, moi je dirais que ça s'applique dès que vous commercialisez, mais si vous avez une production de miel qui est inférieure à ce que pourraient produire 30 colonies, et que vous faites une vente dans un périmètre assez proche de chez vous, donc c'est-à-dire à moins de 80 km à vol d'oiseau, si vous vendez qu'à des magasins ou ou sur des marchés ou des consommateurs, donc voilà, dans un rayon de moins de 80 km de votre exploitation, et vous avez donc là une production qui est égale à celle que ferait moins de 30 colonies, vous avez des dérogations, vous n'êtes pas obligé de mettre en place tout ce qu'on va vous montrer après, mais vous devez vous appliquer une série de règles qui est dans le code rural et qui dans les faits se ressemble beaucoup à ce qui est marqué dans le paquet hygiène. Donc bon, en fait, ce qu'on va vous montrer, ça s'applique assez globalement à vous quand même, même si c'est un petit peu moindre. Voilà, pour terminer un petit peu sur cette présentation générale, en fait, avant d'aller dans le détail, l'idée c'est que vous compreniez bien les grandes règles qui s'appliquent sur votre exploitation. Il y a des grands principes structurants qu'on va vous demander en fait un peu d'appliquer. C'est des principes de précaution. Si vous pensez qu'il y a un danger sur un produit, il vaut mieux appliquer un principe de précaution et soit pas le commercialiser, soit essayer de mettre en place des mesures pour limiter le doute que vous avez. Des principes de transparence, vous devez donner vos informations s'il y a un contrôle voilà, sur vos pratiques d'hygiène ou origine des produits. Principe d'innocuité, il ne faut pas que le produit mis en vente soit dangereux, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Et le principe de traçabilité, il faut que le produit soit traçable, que vous ayez les origines. Et alors le dernier point, c'est ce qui est mis en bas et ce qui est vraiment très important. Un des principes structurants de tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que c'est une obligation, la plupart des cas, de résultat. Vous devez mettre en vente des produits sans danger pour le consommateur sur le marché, plutôt que de moyens. Vous n'allez pas avoir une liste de vous devez nettoyer tant de fois telle surface, vous devez utiliser tel matériau pour votre mielerie. C'est pas ça la réglementation hygiène, c'est vous devez mettre en vente un produit sain pour le consommateur et sans danger, avec quelques petites obligations de moyens. On va le voir quand même, il y a quelques règles structurantes, mais c'est surtout une obligation de résultat, vendre un produit sain et sans danger, et pas une obligation de moyens avec une liste de choses à respecter très précise. Voilà, pour terminer un petit peu sur cette introduction, donc là, on a juste remis rapidement un petit tableau qui représente un peu quelles obligations. Donc, si vous consommez enfin là, si vous faites du miel, un peu, on va dire en apiculture de loisirs, que vous consommez dans un cadre familial, sans vente et sans don hors du cadre familial proche, vous n'avez pas d'obligation à respecter. Si vous vendez une quantité de miel qui correspond à l'équivalent de moins de 30 ruches, vous faites pas forcément de produits transformés, vous faites de la vente directe ou des circuits courts, donc ce que je disais à moins de 80 km de votre exploitation, il y a des obligations allégées qui sont définies dans le code rural qu'on va pas forcément aborder ici. En fait, vous pouvez vous dire que c'est globalement ce qu'on va présenter en plus simple. Ça se rapproche assez du paquet hygiène. Si vous faites, vous avez plus de 30 ruches et vous produisez donc du miel ou des produits primaires. Donc globalement, quand on va dire miel pour la suite, c'est pollen, gelée royale, propolis, tout ce qui est produit primaire sans transformation. C'est des règles du paquet hygiène qui s'appliquent aux produits primaires, ce qu'on va vous montrer dans la deuxième partie. Et si vous produisez des produits transformés, donc ça va être une réglementation un petit peu plus complexe qu'on vous présentera dans la troisième partie. Voilà un petit peu pour l'introduction, comprendre un peu les grands principes, d'où ça vient, toutes ces règles d'hygiène. Alors, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place sur votre exploitation? Il y a 2 possibilités, mais vous allez voir que pour l'instant, il n'y en a un peu qu'une dans les faits. Soit vous, de façon autonome, vous appliquez des règles sur votre exploitation d'hygiène qui vont vous permettre de respecter ce qu'on va vous montrer après et de mettre en vente un produit donc sain et non dangereux pour le consommateur. Donc voilà, vous allez lister des règles d'hygiène que vous allez appliquer. Soit vous appliquez, c'est possible pour toutes les filières, les règles fixées dans le guide des bonnes pratiques d'hygiène, le GBPH, de votre filière. Ça existe dans plusieurs filières et vous pourrez trouver sur Internet des GPBH, je sais pas, élevage porcin par exemple, production de produits charcutiers. Mais en apiculture, ça n'existe pas encore. Donc c'est en travail. Peut-être que fin 2026, 2027 ou 2028, il y en aura un qui sera publié. Et quand ce document sera publié, en fait, vous le prenez, il mettra une liste de règles à respecter
à mettre en place sur votre exploitation, vous les appliquez et globalement, vous êtes considéré comme respectant toutes les règles d'hygiène qu'on va vous montrer aujourd'hui. Mais voilà, cette solution n'existe pas encore en apiculture, donc c'est vous qui êtes responsable sur votre exploitation de mettre en place des pratiques. Voilà, ça c'était un petit peu donc l'introduction sur tout ce qui était paquet hygiène, d'où vient cette réglementation, quels sont les grands principes. Maintenant, on va plutôt se pencher sur tout ce qui est production, les règles qui s'appliquent à la production de miel et de produits primaires. Donc de façon générale, quand je vais dire miel, là, il faut comprendre miel, pollen, gelée royale, propolis, c'est les produits, on va dire, bruts, sans transformation. On va donc vous parler un petit peu des règles d'hygiène à respecter, puis ensuite on va vous parler de traçabilité sur l'exploitation. Et ensuite, après, donc on vous parlera dans une troisième partie de tout ce qui est produits transformés. Alors, pour la production de miel, donc pour rappel, déjà, je l'ai déjà dit, mais je préfère encore le rappeler, vous avez une obligation de résultat. Donc mettre en vente un produit sain et sans danger pour le consommateur, et pas une obligation de moyens. Mais il y a quand même une petite liste de règles que vous pourrez trouver donc dans les règlements qu'on a cités avant. C'est une petite liste de règles assez générales d'hygiène à respecter qui concernent, par exemple, le personnel, les locaux, le matériel. Voilà, c'est des choses assez générales. Je vous ai mis quelques exemples ici. Il y en a très peu hein, pour la production de produits primaires. Il y en aura un petit peu plus pour la production de produits transformés. Et voilà, c'est un espèce de cadre général qui va vous aider à fixer vos règles d'hygiène. Par exemple, donc dans mes exemples que je vous ai mis ici, c'est il est marqué comme ça hein, dans le règlement européen, j'ai fait un copier-coller là, c'est entreposer et manipuler les déchets et substances dangereuses de façon à éviter toute contamination. Ou utiliser de l'eau potable et de l'eau propre de façon à éviter toute contamination. Vous voyez, c'est des règles quand même assez générales et assez simples que sûrement la plupart d'entre vous, enfin je l'espère, font sur leur exploitation. C'est un grand cadre et ensuite c'est vous qui décidez le détail des règles d'hygiène. Donc comme je le dis, c'est vous qui allez décider les règles d'hygiène que vous allez mettre en place. Donc je lave à tel moment, je vais laver de façon systématique après avoir fait une extraction, mon matériel d'extraction. Voilà, en fin de saison, je fais un lavage systématique de tout le matériel que j'aurais pas lavé avant. Ça, c'est le produit qu'il utilise, c'est vous qui allez le décider. Mais pour ça, il y a des choses pour vous aider. Donc il y aura à un moment le guide des bonnes pratiques d'hygiène apicole. euh, qui va venir, donc qui n'est pas encore publié, comme je le disais, et qui est séparé d'un autre guide qui lui est déjà disponible. C'est le guide des bonnes pratiques apicoles. Voilà, attention, il y a les deux. Ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible. C'est un document qui a été créé par l'ITSAP. Donc, vous allez sur Internet, il est en accès libre. Vous pouvez aussi le commander en version papier. La version papier est payante à commander. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez bonnes pratiques ITSAP Asso et vous avez une fiche sur des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, comment nettoyer sa mielerie, éviter les contaminations. Il y a un petit peu tout ça qui va être évoqué dedans. Donc, moi, je vous conseille d'aller le consulter. Ça vous donnera des idées un petit peu de pratiques à mettre en place des pratiques d'hygiène, quoi. Et un dernier point, donc voilà, c'est vous qui choisissez les règles d'hygiène que vous allez mettre en place pour l'obligation de résultat, donc mettre en vente des produits sains et non dangereux. Et il faut quand même mettre par écrit un petit peu ces pratiques d'hygiène. Alors c'est pas noté explicitement dans la réglementation, mais vous devez être capable déjà de transmettre au sein de votre exploitation les règles d'hygiène. Donc, si vous avez des salariés, des collègues, des stagiaires, il faut qu'ils connaissent, voilà, les règles d'hygiène à respecter. Donc, souvent, ça sous-entend un support écrit. Et en cas de contrôle, il faut que vous soyez capable de prouver que vous mettez en place des règles d'hygiène suffisantes. Donc, en fait, globalement, c'est conseillé d'avoir un document d'hygiène, enfin voilà, un document qui liste vos pratiques d'hygiène de façon générale, qui peut prendre la forme d'un plan de maîtrise sanitaire, ce qu'on va aborder un petit peu après, ou juste un document qui liste voilà, les pratiques d'hygiène que vous mettez en place. Voilà un petit peu donc pour la production de produits primaires. Je vais laisser la main donc à Alexis pour maintenant vous parler de tout ce qui est traçabilité. Ben, merci, merci. Donc, la traçabilité, c'est une question qui est également très cadrée. Vous avez des obligations, enfin, tout opérateur qui produit des denrées alimentaires et qui les met sur le marché a ces obligations de pouvoir remonter la chaîne de production dans un sens ou dans l'autre, donc d'être capable de repérer tous les produits concernés par un éventuel problème qui pourrait être repéré soit par un client sur un pot de miel mis en vente. Il faut donc être capable de remonter sur tous les lots concernés par ce miel et pouvoir avertir les clients qui en possèdent ces pots.
Donc vous avez également l'obligation d'informer l'autorité en cas de problèmes sanitaires qui concernent donc les produits que vous avez mis en vente. Pour cela, il y a des documents de traçabilité qu'on va détailler et qui vont vous permettre de remonter à la mielée et de pouvoir repérer tous les clients concernés par le problème. En gros, voilà. Donc, vous avez ici la chaîne de traçabilité qui vous permet de faire le suivi du producteur au consommateur. Ça part de documents très généraux qui vous identifient vous en tant que producteur, donc avec votre numéro ciré, ou qui identifient vos ruchers et leur localisation. Donc ça, c'est au travers de la déclaration annuelle de ruches et de ruchers. Puis vous avez les documents spécifiques de traçabilité liés à votre travail, vos opérations, notamment le registre d'élevage et le cahier de mielerie, qui sont en fait les deux piliers de cette traçabilité. Le registre d'élevage va consigner de manière obligatoire tout ce qui concerne les déplacements de ruches, les apports de produits de nourrissement et les produits de traitement. Donc tous ces intrants qui sont achetés par vous dans le commerce, sirop ou autres produits de nourrissement et les traitements, et de savoir où, quand, comment vous avez utilisé ces produits et donc de pouvoir remonter éventuellement le numéro de lot et si jamais, par exemple, il y avait un souci, sur un produit de nourrissement qui donc, vous êtes alerté en tant que client de ce producteur, de ce souci, vous devez pouvoir repérer grâce à ce document quels sont les ruchers concernés par ces apports et quels sont, à partir de la date, que vous avez, utilisée, quels sont les mielés concernés. Au niveau du cahier de mielerie, vous êtes donc là, c'est le document interne à l'exploitation qui consigne toutes les opérations d'extraction de miel, de mise en pot des miels ou de transformation des miels avec toute votre production. Ça vous permet donc de suivre de l'extraction jusqu'à la mise en pot ou la mise en vente de produits transformés, les opérations concernées par les différents lots de miel et donc aux transformations de miel également. Et enfin, le dernier élément de traçabilité qui fait le lien entre la miellerie et le client, c'est au travers des factures ou des journaux de recettes où sont consignés effectivement des indications sur les numéros de lot. On va rentrer un peu plus dans le détail avec la diapo suivante. Voilà, donc là vous avez les deux principaux éléments de traçabilité qui sont à remplir au fur et à mesure de votre activité. Ce sont des documents obligatoires dont la possession doit être maintenue 5 ans minimum après la dernière saisie du document, donc de manière à pouvoir remonter dans le temps si jamais un produit qui était déjà en vente depuis un an ou deux se révélait être porteur d'un danger pour les clients. Donc le cahier de mielerie, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est obligatoirement une consignation des opérations d'extraction, de mise en pot et de transformation, donc avec des informations sur la date, la quantité de miel concerné, les types de miel concernés. C'est là aussi où sont renseignés tous les numéros de lot. Alors, d'où dans l'usage de ce cahier de mielerie, on a une numérotation d'une part des fûts ou des seaux hein, qui constituent le stock de miel, et une seconde numérotation lors de la mise en pot pour arriver sur le numéro de lot final du produit mis en vente. Alors bien sûr, la plupart d'entre nous, on a l'habitude d'utiliser la DLUO, la date limite d'utilisation optimum, comme numéro de lot, dans la plupart des cas, cela fait l'affaire, mais on peut très bien avoir à la fois une date et un numéro de lot spécifique. Enfin, vous avez aussi la possibilité, dans le cahier de mielerie, de renseigner les destinataires des différents lots, ou bien, alternativement, vous avez le choix de le faire via les factures en indiquant les numéros de lot sur les factures. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, le but étant d'avoir une méthodologie qui permette de faire le lien. Le cahier de mielerie, en dernier point, peut aussi être l'occasion de consigner les opérations de nettoyage. Bon, c'est conseillé, on verra ça au travers des obligations sanitaires tout à l'heure. Alors, pour le carnet d'élevage, vous avez ici une obligation de consigner donc, les opérations de transhumance, donc de déplacement des ruches d'un site à un autre, de manière à pouvoir identifier, en cas de problème environnemental sur un site particulier, les ruches et les ruchers concernés, donc les mielés concernés. Vous devez aussi obligatoirement consigner les opérations de nourrissement et les opérations de traitement.
Le but étant de savoir quelles ruches sont concernées, où ça, quand ça, par quoi et quels sont les fournisseurs concernés. Donc c'est là que effectivement, si votre fournisseur de produits X ou Y vous informe qu'un problème doit réaliser une opération de retrait-rappel sur un produit que vous avez acheté utilisant les ruches, vous devez pouvoir faire le lien avec les ruches concernées, donc les mielés concernés. Donc ces documents sont obligatoires, vous avez une liberté d'usage de la méthodologie que vous souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un cahier de miellerie particulier, vous pouvez très bien utiliser un support personnel, un agenda ou autre, du moment que toutes les informations utiles sont placées et que vous pouvez effectivement les utiliser pour repérer les lots concernés par un problème. Bon, sinon, il y a des modèles existants. La traçabilité des produits donc doit permettre de remonter au producteur et à l'origine de la denrée alimentaire concernée par un problème sanitaire éventuel, d'identifier le lot concerné ou les lots concernés et donc les clients concernés par ces lots. En cas de risque sanitaire, vous devez lancer une procédure de retrait-rappel. Donc, le retrait, c'est arrêter de vendre le produit concerné par le problème et si le problème est très grave avec un risque pour, la santé de l'apiculteur, vous devez faire un rappel des produits. C'est-à-dire alerter tous les clients professionnels, que vous avez fournis, donc les magasins, les GMS. Donc c'est là que ce sera utile d'avoir noté, les clients concernés par les différents lots, soit sur la facture, soit sur le cahier de mielerie. Et pour ce qui est des clients non professionnels, donc au marché et autres, il faudra faire un affichage sur le lieu de vente des produits concernés. Et enfin, il faut obligatoirement alerter l'administration au travers d'un document CERFA, donc, qui est transmis à la direction des protections des populations. Et vous avez l'exemple, diapo suivante, donc voilà, donc le CERFA Intel, qui est donc préexistant, que vous devez transmettre de manière à alerter les autorités. Bon alors, bien sûr, ça c'est la procédure classique, je vous rassure quand même, c'est très rare, hein, sur le miel d'avoir à faire de tels retraits-rappels. C'est un produit qui ne s'expose pas à autant de risques et de dangers que d'autres produits alimentaires. Cependant, si jamais il y avait des bris de verre, par exemple, détectés dans un pot de miel, vous devez remonter au lot concerné par, cette journée de mise en pot où il y a eu un problème de ce type-là et pouvoir, faire un retrait-rappel des pots concernés de cette opération de mise en pot, par exemple. Donc ça nous amène à discuter de la notion de lot. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un lot? C'est une unité de production d'une denrée alimentaire, qui a été produite ou fabriquée, dans des circonstances identiques. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, l'exemple que je viens de donner, c'est, le jour un tel, on a mis en pot une série de tel miel et c'est, donc on pourrait dire que le lot concerne cette journée de mise en pot. Ça, c'est au niveau du produit fini mis en vente, mais au niveau du stockage du miel en fût ou en seau, on a une autre notion de numéro de lot qui est peut-être plus liée à l'ensemble du miel extrait cette journée-là. Donc c'est là qu'on distingue 2 numérotations entre le miel qu'on extrait et qu'on va stocker. Donc on aura le lot, par exemple, Acacia 2025, extraction 1 et ce lot sera stocké en fût avec cette identification-là et lorsqu'on reprendra le fût pour faire du pot, on va changer de numéro de lot pour le produit final et on se basera sur une DDM, une DLUO, donc qui indiquera le jour, le mois et l'année, de consommation et qui servira donc à identifier l'opération de mise en pot de la journée untel. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, on propose effectivement, des différents types de numérotation de lots. Vous êtes absolument libre de mettre au point la vôtre qui vous correspond. Le but étant d'avoir un identifiant unique pour le produit, mis en vente, par l'exploitant. Donc, voilà, ce numéro 2 doit être reporté sur toutes les éléments de stockage, hein, sur les fûts, sur les seaux et évidemment sur les pots ou autres produits de la ruche. Donc voilà, le cahier de mielerie que l'on propose se distingue donc sur 3 chapitres. Un qui concerne les récoltes et qui attribue à l'extraction de telle journée un numéro de lot de stockage. Bon, Acacia 2025, numéro 1, numéro 2. Et vous avez ensuite d'autres parties du document qui vont reprendre le conditionnement ou la transformation suivant que vous faites l'un ou l'autre avec votre stock de miel.
Et voilà, donc pour le cahier de mielerie, on va pas rentrer plus dans le détail, mais en résumé, vous devez faire un schéma du suivi de vos produits, créer des numéros de lot pour faire le lien entre chaque étape de cette opération de production ou de transformation. Vous devez renseigner tout cela dans un cahier, un registre qui soit opérationnel et vérifier si vous arrivez à remonter et descendre la chaîne de production, c'est-à-dire si vous avez un problème qui provient d'un pot de miel ou d'un rucher, vous devez pouvoir identifier tous les lots concernés par cette opération. Ou si le problème vient d'un intrant, par exemple un lot de farine que vous avez acheté et transformé, vous devez pouvoir remonter à tous les lots concernés par l'utilisation de ce lot d'intrants qui posait un problème. Donc cela, ça nous amène à préciser qu'effectivement, pour les personnes qui font de la transformation, il faut être encore plus méticuleux et également renseigner d'une manière ou d'une autre quels sont les numéros de lot des intrants, donc farine ou autres produits de transformation, qui sont concernés par les différentes opérations. Et pour cela, à nouveau, vous avez deux possibilités. Soit vous renseignez le numéro de lot dans le cahier de mielerie, donc la transformation de telle journée a été réalisé avec des produits Intel et qui sont donc renseignés pour leur numéro de lot. Ou une solution qui est peut-être plus pratique pour l'usage, c'est de renseigner directement sur le paquet la date d'ouverture et la date d'épuisement du contenant. Donc vous pouvez ainsi, si jamais le lot de farine est posé problème, vous pouvez regarder tous vos paquets de farine vides que vous avez conservés quelque temps pour identifier à quelle période ils ont été utilisés, et donc remonter dans le cahier de mielerie pour savoir qu'à telle période, vous avez fait 3 opérations de transformation qui concernaient les magasins suivants, et pouvoir donc faire une procédure de retrait-rappel dans ces magasins. Donc, passer à la diapo suivante, donc le cahier de mielerie. Donc voilà, c'est de nouveau pour répéter ce que je viens de dire, pour le clarifier. Donc vous devez identifier les lieux exacts des ruchers via le registre d'élevage et de déclaration de ruchers. Vous devez aussi identifier le lien qui vous relie à vos fournisseurs. Donc pour les produits de la ruche, c'est au travers du registre d'élevage. Pour les produits de transformation, c'est au travers du cahier de mielerie ou bien en direct sur l'emballage. Et enfin, bien sûr, vous avez aussi la conservation de vos factures qui vous permet également ce lien. Et vous devez enfin donc avoir ce lien avec les clients, avec l'aval, où vous indiquez les numéros de lot que vous vendez sur les factures, ou bien vous indiquez les numéros des factures dans le cahier de mielerie. Voilà, et pour terminer, ça c'est un conseil que des apiculteurs réalisent, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fort utile, qui est de se construire une mielothèque, donc une bibliothèque de miel, où vous conservez un échantillon par lot de miel, de manière à pouvoir remonter sur la source en cas de pépin, ou également en cas de contestation de la qualité des miels avec par exemple votre grossiste. Vous pouvez faire pour chaque fût ou pour chaque lot de miel un pot témoin qui est composé de différents prélèvements de la mielée, par exemple au début, au milieu et à la fin de l'extraction, afin d'avoir un pot représentatif de l'ensemble du miel extrait ce jour-là. Vous l'étiquetez et vous le conservez dans une armoire à l'abri de la lumière et des variations de température, de façon à avoir cette bibliothèque d'échantillons de miel. Donc voilà, je passe la parole à Morgane. Merci Alexis. Donc là, on va parler des produits transformés. Comme Adrienne l'a présenté en début de webinaire, il y a donc le paquet hygiène qui s'applique également aux produits transformés. Donc c'est des règles qui sont un petit peu plus précises, un petit peu plus strictes que pour les produits primaires. Là, on va donc parler de la méthode HACCP, du plan de maîtrise sanitaire qu'on va dire PMS, la formation HACCP et faire un rappel assez rapide sur les déclarations sanitaires. Voilà. Donc, la méthode HACCP, qu'est-ce que c'est? Traduit en français, en gros, c'est un système d'analyse des dangers et de à quel moment ça devient critique et quoi faire pour gérer ce danger. Donc, en fait, c'est une méthode
que vous allez adapter à votre activité. C'est en fait un socle commun pour les règles d'hygiène. Donc, du moment que vous faites des produits transformés, vous êtes concerné par par l'application de cette méthode. Vous devez en fait mettre en place cette méthode et aussi les écrire dans un document. Et nous, on vous conseille donc de l'écrire dans un PMS, donc on va voir juste après. Euh, la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, il y a 7 grands principes qui encadrent la méthode HACCP. Pour les résumer, en fait, vous devez identifier les dangers, mettre en place des actions de surveillance de ces dangers, ensuite des actions aussi de correction de ces dangers s'ils surviennent, et enfin, écrire le tout dans un document. Donc, comme je disais juste avant, voilà, on nous vous conseille de le mettre dans un PMS, puisque de toute façon, on voit dans la diapo suivante que le PMS, il est obligatoire, sauf si vous ne vendez que des produits primaires ou bien que vous avez moins de 30 ruches et que vous vendez à moins de 80 km du lieu de production. Donc, si vous rentrez dans ces exceptions, vous devez quand même mettre en place des choses pour gérer les risques et vous n'êtes pas obligé de faire un PMS, mais c'est quand même conseillé. Vous avez à disposition donc le PMS de l'ADA Grand Est qui est assez complet. Vous pouvez le demander à votre ADA si vous êtes adhérent. Et ensuite, vous le téléchargez et vous l'adaptez à votre activité en fonction de quelle production vous faites, du miel, de la gelée royale, des produits transformés, en fonction de vos locaux, de tout ce qui est important en fait à renseigner en termes d'hygiène. Et donc le PMS, il est là en fait pour assurer la sécurité alimentaire des produits que vous commercialisez. Donc c'est à la fois une preuve en cas de contrôle, en cas de problème, si vous devez rappeler des produits, mais c'est aussi un document qui peut servir pour être consulté. Par exemple, si vous n'êtes pas la seule personne à fabriquer le pain d'épices ou le nougat ou un autre produit, vous pouvez donc présenter ce document, par exemple, aux salariés pour qu'ils prennent connaissance de tout ce qu'il faut faire et aussi pour un petit rappel, voilà, s'il y a des doutes au niveau de la fabrication des produits transformés, mais aussi du coup des autres produits, tout ce qui se passe en miellerie. Euh, Ensuite, voilà, donc le modèle de l'ACTA Grand Est, il contient donc ces 4 parties. Dans un premier temps, les bonnes pratiques d'hygiène. Ensuite, le plan HACCP. En troisième partie, la traçabilité et la gestion des produits non conformes. Et enfin, le plan de nettoyage et la fiche d'enregistrement des actes de nettoyage. Et après, si besoin, il y a aussi des annexes. Donc voilà, ça c'est en fonction encore une fois, de qu'est-ce qui compose votre activité. Donc, première partie du PMS, les bonnes pratiques d'hygiène. En fait, vous allez lister tout ce que vous mettez en place pour assurer la bonne hygiène, la santé des consommateurs. Euh, donc, vous avez plusieurs catégories. Là, on vous en a mis 2. Donc, manipulation de denrées alimentaires, traitement des déchets, mais vous pouvez mettre une partie infrastructure et équipement, lutte contre les nuisibles, nettoyage et désinfection. Et ensuite, dans chaque catégorie, vous listez tout ce que vous mettez en place, chaque action. Donc, par exemple, avoir des poubelles étanches dotées de couvercles. Donc là, ça ne concerne pas seulement les dangers, mais tout ce que vous mettez en place, en fait, pour que tout se déroule bien du moment que vous recevez vos produits et que vous faites entrer vos propres produits de la ruche dans la miellerie, jusqu'au moment où vous les emballez et vous les stockez. Voilà, pour avoir un protocole assez clair au niveau de l'hygiène. Et voilà, pour écrire ces bonnes pratiques, vous en avez du coup une bonne liste dans le PMS de l'ADA Grand Est. Comme tout à l'heure, Adrienne l'a dit, il n'y a pas encore de guide des bonnes pratiques d'hygiène en apiculture, mais il va sortir.
Donc, pour l'instant, vous ne vous basez pas sur celui-ci, mais par contre, il y a le guide des bonnes pratiques apicoles disponible sur le site de l'ITSAP. Donc voilà, qui regroupe aussi une partie des bonnes pratiques pour la fabrication des produits transformés. Voilà. Ensuite, merci. Donc le fameux plan HACCP, avant de vous parler de comment ça se concrétise dans un PMS, un petit rappel sur les 4 types de dangers qui peuvent survenir lors de la fabrication. Parce que en fait, du coup, le plan HACCP, pardon, c'est vraiment la gestion des dangers. Donc, vous avez d'abord les dangers microbiologiques qui concernent en fait l'apparition de fermentation, les moisissures, les bactéries pathogènes. Ensuite, le danger chimique, donc lié à tous les produits chimiques qui pourraient venir contaminer vos produits transformés. Enfin, les dangers physiques, donc par exemple un bout de verre ou alors un autre petite chose qui pourrait venir euh, poser problème pour la santé des consommateurs. Et le danger allergène. Donc, vous avez une liste officielle des dangers, des allergènes possibles qu'il faut absolument mettre en évidence, par exemple, sur les étiquettes. Et après, vous, au niveau de la gestion du danger allergène, il faudra donc bien appliquer les principes de nettoyage, voilà, de stockage, pour pas qu'il y ait de problèmes pour les consommateurs. Ensuite, une autre petite aide. Lorsque vous écrivez votre plan HACCP, vous devez donc identifier tous les dangers potentiels qui pourraient arriver. Et des fois, quand on regarde son labo, on se dit oui, ben, il y a ça qui peut arriver, il y a ça. Et on peut passer à côté de certains dangers qui sont pas visibles, qui sont pas récurrents aussi. Donc voilà, cette méthode, elle vous propose de prendre un par un chaque source de contamination, une par une du coup, chaque source de contamination possible. Donc par exemple, qu'est-ce qui dans votre méthode pourrait poser problème? Aussi, qu'est-ce que dans vos matières premières pourrait poser problème? Le milieu, le matériel ou même la main-d'œuvre. Donc voilà, ça c'est une petite méthode pour vous aider à faire votre plan HACCP. Ensuite, concrètement, voilà, donc dans le modèle de la DA Grand Est, le plan HACCP, il commence par lister en fait tous les dangers possibles pour chaque produit. Là, vous avez le miel, le pollen, gelée royale, propolis, et ensuite vous pouvez ajouter le nougat, le pain d'épices, la farine, enfin voilà, tous les produits concernés. Et ensuite, plus précisément, du coup, dans la diapo suivante, voilà, dans le modèle, vous devez écrire en fait décrire en quoi ce danger, enfin cette chose est un danger, avec les sources. Par exemple, là, il y a une source de l'ANSES qui précise ben, pourquoi le Bacillus cereus est un danger, comment le gérer. Voilà, ensuite le danger allergène. En fait, plus vous mettez de traces écrites, plus vous détaillez et plus ça, du coup, montrera que vous faites bien les choses pour assurer la bonne santé des consommateurs. Donc voilà, une fois que vous avez listé les dangers, vous les avez décrits un petit peu plus précisément, dans la diapo suivante, on voit que, il faut les caractériser, ces dangers. Donc, vous allez réfléchir à la fréquence à laquelle le danger peut survenir, à la gravité du danger. Donc, vous pouvez quantifier ça dans le petit tableau en haut à droite. Par exemple, une fréquence d'apparition du danger très faible, elle va être notée 1, mais par contre, si c'est récurrent, ça va être noté 10. Et pareil, pour la gravité, vous allez quantifier en fait la gravité. Et ensuite, si vous multipliez la fréquence avec la gravité, ça vous donne un chiffre qui est la criticité du danger. Donc voilà, là, vous avez évalué le danger. Et ensuite, dans la partie de droite du tableau en bas, vous décrivez quelles mesures vous mettez en place pour maîtriser ces dangers. Et ensuite, les éléments de surveillance. Donc voilà, pour vérifier régulièrement comment ça, s'il n'y a pas
un danger de plus ou alors si ce danger est bien maîtrisé. Dans l'annexe 2 du règlement 852/2004, dont Adrienne vous a parlé au début, qui fait référence à aux denrées alimentaires, vous avez une liste de précautions à prendre pour les produits transformés. L'annexe 1, elle concerne les produits primaires et l'annexe 2, les produits transformés. Voilà. Ensuite, au niveau de la traçabilité et de la gestion des produits non conformes, je ne vais pas répéter du coup tout ce qui a été dit par Alexis, mais voilà, bien veiller à tracer les intrants, donc toutes vos farines, le beurre, les œufs, pour à chaque fois être en capacité de retrouver, faire le lien entre vos intrants et aussi les produits finaux. Voilà, donc soit sur l'emballage directement ou bien dans le cahier de mielerie. Attention du coup aux produits qui pourraient être sensibles, donc les œufs, les produits laitiers et aussi attention aux allergènes. Euh, voilà, au cas où il y aurait un problème, la traçabilité est indispensable. Hum, Ensuite, euh, dernière partie du plan de maîtrise sanitaire, le plan de nettoyage. En fait, vous allez écrire qu'est-ce qui est fait, où, quand, comment, avec quels produits, mettre c'est en fait le protocole de toutes les opérations de nettoyage. Et attention à bien distinguer du coup le nettoyage de la désinfection, qui sont deux étapes indispensables pour assurer une bonne hygiène. En fait, le nettoyage d'abord, ça va être laver, enlever les poussières, enlever, voilà, une opération en fait de mettre à plat, mettre au propre les surfaces, les ustensiles. Et ensuite, la désinfection, ça va être vraiment pour tout ce qui est microbiologique, les bactéries, les éventuels pathogènes. Euh, voilà. Et donc, vous pouvez écrire aussi vous devez faire une fiche d'enregistrement de tous ces actes de nettoyage avec, par exemple, une colonne prénom, si vous êtes plusieurs personnes à nettoyer, quand est-ce que ça a été fait et quoi, enfin, qu'est-ce qui a été fait. Ça permet de suivre et en cas de problème, de voir bah, quel a été le dernier nettoyage fait. Ensuite, merci. Donc vous êtes nombreux à nous poser la question, est-ce que si je fais des produits transformés, je dois avoir suivi une formation HACCP? Alors, pas dans tous les cas. En fait, vous, en tant que personne responsable de la production des produits que vous mettez en vente, vous devez être formé au principe HACCP, sauf si vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans le secteur alimentaire en tant que gestionnaire ou exploitant et que vous mettez effectivement bien en place toutes les pratiques d'hygiène sur votre exploitation. Donc voilà, la formation n'est pas obligatoire si vous avez ce prérequis. Et si vous avez des- si vous travaillez avec des salariés, des stagiaires ou d'autres personnes qui rentrent, qui s'occupent de la fabrication, vous devez bien leur transmettre les instructions. Donc ça passe par exemple par la lecture du PMS, passer une journée ensemble pour bien expliquer et puis faire des points de temps en temps pour que tout soit bien respecté. Dans l'encadré à droite, vous avez quelques infos sur où sont faites les formations, sur combien de temps, combien ça coûte et quel est le format. Voilà, c'est des infos un peu globales parce qu'il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas, il y a- enfin, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de formation typique apiculture, mais ça doit peut-être exister, je ne sais pas. Le mieux pour vous, si vous en faites, c'est avec pas mal de pratiques, parce que voilà, enfin, quand vous nettoyez votre mielerie, c'est pratique. Donc, voir ça des fois sur des diapos, c'est pas toujours évident de suivre 2 jours de diapos. Voilà pour ce qui est des formations. Et enfin, les déclarations sanitaires. Donc, il y a 2 semaines, dans ce webinaire, il y a Candice qui a expliqué quelles déclarations vous devez faire pour votre activité. En fait, pour résumer, donc je ne vais pas redire tout ce qu'elle a présenté,
surtout que ce sera rediffusé. En gros, si vous commercialisez des produits qui sont composés d'ovoproduits, donc ovoproduits, c'est les seaux d'œufs que vous recevez, sans les coquilles, ou du lait pasteurisé, vous devez faire une déclaration de manipulation de denrées alimentaires. Par contre, si vos produits vous les faites avec des œufs coquilles, donc des œufs que vous cassez directement dans votre recette, ou si vous utilisez aussi du lait cru ou de la viande crue, mais c'est moins courant en apiculture, là, vous devez faire une demande d'agrément sanitaire. Donc voilà, vous avez ces deux déclarations à faire, sauf si vous êtes éligible à la dérogation. Donc la dérogation, vous pouvez la faire si vous commercialisez à moins de 80 km dans des magasins et en quantité limitée. Donc quantité limitée, elles sont décrites comme toutes ces déclarations dans l'article de l'abeille libre numéro 17 de l'ADA Pays de la Loire. Donc, c'est un article qui est disponible sur Internet et là, vous avez toutes les explications un petit peu plus détaillées de si vous devez faire une déclaration sanitaire ou pas. Voilà, merci. Merci Morgane. Peut-être un petit point de conclusion ou de résumé de ce qu'on vient de dire. Donc pour rappel, on est sur une obligation de résultat, donc mettre en commercialisation des produits sains et non dangereux pour le consommateur, et non de moyens, avec une liste précise de règles d'hygiène à respecter. Donc vous devez mettre en place les règles d'hygiène qui vous permettent de mettre en vente un produit sain, que ce soit du miel ou un produit transformé ou du pollen ou autre. Et avec quelques obligations supplémentaires, donc comme on l'a vu, quelques règles générales d'hygiène qui cadrent tout ce que vous allez mettre en place, avec, vous avez vu, utiliser de l'eau potable, faire attention à la gestion des déchets pour pas avoir de contamination. L'obligation de mettre en place une traçabilité, tout ce que vous a décrit Alexis en détail, et de garder des traces de cette traçabilité, justement. Et des règles spécifiques pour les produits transformés, donc que vous a présenté Morgane, avec mettre en place une démarche HACCP et rédiger un plan de maîtrise sanitaire avec, on a la chance, l'ADA Grand Est nous a fourni fourni un modèle de plan de maîtrise sanitaire que vous pouvez demander auprès de votre ADA. On a aussi un modèle de cahier de miellerie, toujours de l'ADA Grand Est, qui est disponible et que vous pouvez demander auprès de votre ADA. Voilà, donc vous, les suites, là, un petit peu, alors là, c'est une introduction pour vous donner un petit peu des grandes bases dessus, mais donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est soit donc d'essayer de vous pencher pour mettre en place sur votre exploitation toute cette réglementation hygiène, pour essayer d'être au maximum dans le respect de la réglementation. Soit si vous voulez aller plus loin, de faire une formation auprès de votre ADA. Il y a pas mal d'ADA qui en proposent de façon assez régulière. Il y en a par exemple une en mars à l'ADA Grand Est, pour les personnes du Grand Est. Je fais un peu de pub au passage. Et puis d'aller demander à votre ADA les différents modèles de documents qui existent, qui sont déjà pré-remplis et spécifiques à l'apiculture, donc cahier de melletterie, plan de maîtrise sanitaire et autres. Comme ça vous donnera déjà des bases et ça vous évitera de repartir de zéro. Merci pour votre super présentation.